Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir qui est une chaîne morte mais où quand même chaque fin d'année je fais mon top film et mon flop film depuis l'année 2016 quand même, ça commence à faire un moment, c'est toujours un exercice qui me plaît beaucoup. Même si évidemment, 10 films c'est toujours très arbitraire, parce qu'il y a des années qui sont bien meilleures des fois que d'autres. Mais voilà, c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir en parler avec vous. Même si je suis bien occupé sur ma nouvelle chaîne de jeux de rôle où je crée du jeu de rôle ultra intense et immersif à regarder, voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir ça. Cette année a été une année assez particulière tout d'abord parce que, vous l'avez peut-être remarqué par rapport aux autres années, je n'ai plus de lunettes puisque j'ai fait l'opération des yeux, voilà, je me suis débarrassé de ma myopie et ça, je vais pas vous mentir, c'était un grand bouleversement dans ma vie puisque je me suis rendu compte après avoir fait l'opération qu'en fait avant j'étais handicapé et que je ne le suis plus. Voilà, je compare toujours ça à quelqu'un où on lui a enlevé ses dents et on en remet de nouvelles. C'est assez incroyable, je suis un peu un ambassadeur de cette prouesse scientifique. Voir le monde avec ses vrais yeux, pas à travers le prisme de lentilles ou de lunettes, c'est vraiment exceptionnel. On réalise pas trop au départ ce qu'on avait perdu et c'est que quand tu retrouves tes yeux d'avant que ça redevient absolument exceptionnel. Et pour aller voir des films au cinéma sans lunettes, bah c'est vraiment hyper cool quoi. Mes premières séances de cinéma sans lunettes, ça a été des grands moments quoi, c'était hyper émouvant parce que le cinéma fait vraiment partie de ma vie, hein. Ça reste mon médium préféré et ça le restera toute ma vie. Ma plus grande passion dans la vie, mon amour existentiel, ça a été et ça restera toujours le cinéma. Et du coup, comme chaque année, je vous fais un petit top pour vous donner des inspirations, pour vous faire découvrir peut-être certaines choses, mais ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir parler des 10 meilleurs films qui m'ont le plus marqué cette année. Alors avant même de parler des films, on va quand même parler des séries. Parce qu'il y a un quota de séries absolument exceptionnel cette année. Évidemment, comme chaque année, la vidéo va être ultra longue, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Première série que je vous conseille, c'est Alice in Borderlands. Alice in Borderlands, c'est l'adaptation du manga éponyme. Pourquoi j'aime cette série? Parce que je trouve que c'est une des meilleures adaptations de manga qu'on ait eu de notre vie. Je trouve que tu retrouves l'ambiance que j'avais en lisant ce type de manga, qui sont un peu des mangas pour ados, un peu complètement délirants, avec des mondes de science-fiction dans lesquels tout le monde doit jouer à des jeux mortels pour essayer de survivre. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui se dégage de cette série, c'est très ludique, c'est très marrant à regarder. Les jeux sont prenants, c'est des espèces de jeux de mind game où il faut avoir 4 coups d'avance, voilà, donc je te prends, je trouve vraiment au jeu. Ça joue pas très bien évidemment, voilà. C'est un côté très kitsch assumé qui est pas du tout réaliste, mais qui permet, je trouve, de retrouver de se replonger dans cette atmosphère de manga. Moi je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations de manga qu'on ait eu parce que ça réussit à retranscrire une ambiance, un côté un peu délirant qu'on a dans les mangas et ça c'est très rare dans le monde du manga, donc ne boudons pas notre plaisir. Deuxième série Netflix qui m'a beaucoup plu, c'est The Sandman. The Sandman qui est adapté de la BD, du comics pardon, de Neil Gaiman. Neil Gaiman, j'arrive pas à le dire, j'ai le nez bouché. J'ai le nez bouché, je suis un peu malade, vous l'avez peut-être entendu. J'arrive pas à dire Neil Gaiman. Neil Gaiman, j'arrive pas à dire. Tant pis, écoutez, bon voilà, c'est un auteur très connu aux États-Unis qui a écrit notamment American Gods que j'avais lu. J'avais vu la série American Gods aussi, donc voilà, moi je peux être client de l'univers de Neil Gaiman. C'est pas un univers non plus qui est un imaginaire qui me transcende, mais j'aime bien ce qu'il fait. Alors je n'ai pas lu le comics, donc je n'avais pas d'éléments de comparaison, mais j'ai trouvé que la série était vraiment tout à fait palpitante. J'ai beaucoup plus aimé du coup le premier arc de la saison 1. Le deuxième arc avec la gamine est beaucoup moins intéressant, parce qu'on découvre vraiment une mythologie, un univers, voilà, il y a vraiment tout un côté un peu suspense, on sait pas trop dans quelle direction ça va aller, mais je trouve que la série se permet des choses en fait, visuellement, créativement, et il y a aussi par exemple, il y a des épisodes un peu one shot, qui sont presque des épisodes hors série, qui n'ont rien à voir avec le reste de la série, mais qui sont très marquants. L'épisode avec la mort, l'épisode où justement The Sandman rencontre un homme tous les 100 ans qui est devenu immortel dans un bar. C'est un épisode qui est très touchant, c'est presque même le meilleur épisode de la saison je trouve. Plein d'idées créatives, les épisodes se ressemblent pas du tout les uns les autres, donc juste pour ça voilà, moi j'ai vraiment accroché au délire. Je vous conseille The Sandman, il me semble que quand même là, ça a été renouvelé pour une saison 2. Je ne suis pas sûr, vu le peu d'engouement qu'il y a pour cette série, que la série arrive jusqu'au bout et qu'on voit vraiment toute l'adaptation des comics. Ça j'en doute. Très agréable surprise aussi cette année, ça a été Stranger Things la saison 4. Moi j'ai vraiment adoré la saison de Stranger Things. Je trouve que c'était un très bel exercice de style. Enfin même c'était au-delà de l'exercice de style, ça proposait quelque chose de nouveau et de très intéressant, de très bien écrit. Au-delà justement de cette espèce de nostalgie des années 80, là où la saison 2 tombait complètement là-dedans, était absolument inintéressante. J'avais détesté la saison 2 et j'avais trouvé la saison 3 plutôt médiocre. Et là je trouve que la saison 4 ravive un peu la flamme, voilà, qu'on retombe dans quelque chose d'assez passionnant. Pourquoi? Parce que déjà au niveau du scénario, il y a un nouveau méchant, on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop quels sont
ses ambitions. Il y a des événements un peu paranormaux qui se passent, qui sont assez flippants, assez violents, et on comprend pas pourquoi ils arrivent. Ça rajoute du mystère à la série, et du coup ça te tient un peu attaché voilà, dans cette série. Il y a plein de nouveaux personnages secondaires qui sont absolument passionnants, bien écrits, voilà. Eddie, bon, si vous avez vu la série, vous connaissez. Il y a des scènes musicales assez anthologiques, enfin voilà, je trouve que la série a plein de bonnes qualités. Si bon, le méchant, dès qu'on le voit dans la série, on est en mode ah, c'est lui, c'est le grand méchant, voilà, c'est un peu grillé. Et surtout aussi, moi qui suis un énorme passionné depuis ma plus tendre enfance de jeux de rôle, ah ouais, il y a des scènes incroyables justement autour du jeu de rôle. Il y a notamment cette scène de montage parallèle où on te montre que le jeu de rôle ça peut être tout aussi passionnant qu'un match de basket à regarder. Enfin, le montage est vraiment exceptionnel, vraiment cool, et je suis sûr que ça va mettre plein de gens au jeu de rôle, c'est sûr et certain que Stranger Things va avoir un impact dans l'industrie du jeu de rôle assez insoupçonné. Très bonne série aussi que j'ai beaucoup aimé par les créateurs de Dark, c'est 1899 qui est une série un peu de mystère, qui a à chaque fin d'épisode un cliffhanger totalement incroyable. C'est la série Cliffhanger, toutes les fins d'épisode tu te prends une énorme claque dans la gueule. Et voilà, tu découvres un nouveau pan de ce monde que tu ne connaissais pas. Pour ne rien trop spoiler, ça se passe en 1899 sur un espèce d'ersatz du Titanic. Et il y a tout un casting très cosmopolite, ce qui est plutôt cool parce qu'il y a plein de langues différentes qui sont parlées. Donc un casting qui se retrouve dans une histoire très mystérieuse et très dangereuse. C'est pas les créateurs de Dark, je trouve que la série est quand même vachement moins bien ficelée, vachement moins bien passionnante que Dark, qui est un chef-d'œuvre absolu. Dark, si vous n'avez pas encore vu ça sur Netflix, c'est... Pour moi, c'est une des 10 meilleures séries de tous les temps, Dark. Voilà, je la trouve exceptionnelle. Cette série a de la qualité en termes de mystère, en termes d'ambiance. Il y a des très bons, parfois, acteurs. Il y a plein d'événements assez surprenants. Quelque part, la saison 1 peut se suffire à elle-même, même s'il y a encore pas mal d'arcs de personnages qui n'ont pas fini d'être explorés. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, Netflix annule la série. Netflix a dit non, terminé, c'est tout, vous ne verrez pas la fin, vous ne verrez pas la suite. Par contre, pour produire Vlad de la merde et tout ça, là, ils sont au rendez-vous. Des séries péraves. Et par contre, quand ils ont un petit bijou comme ça, non, ça les intéresse pas. Enfin, c'est terrible. Voilà, bon, ça arrive, hein, mais c'est toujours rageant de se lancer dans une série, d'être accroché, puis de voir que ça n'aura pas de suite. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous lancer, mais à vos risques et périls, voilà, sachez-le. Vous aurez quand même une fin à la fin de la saison 1, mais vous n'aurez pas la fin, quoi. J'ai découvert aussi cette année Euphoria, qui est le plus grand rôle de Zendaya. C'est totalement inspiré, j'en suis sûr, hein, de Skins. Skins qui, moi, m'a beaucoup marqué dans mes jeunes années d'adulte quand je suis arrivé à la fac. C'était une excellente série. Et là, c'est un peu la version américaine, donc forcément, il y a plus de budget. Il y a un travail sur la photographie qui est vraiment exceptionnel. J'ai vu que la première saison pour l'instant, j'ai pas vu la saison 2, donc ne me spoilez pas. Mais ça parle de la violence du passage à l'âge adulte avec... toutes les histoires toxiques entre adolescents, c'est vraiment génial, c'est hyper bien écrit, les personnages sont très attachants. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Euphoria, évidemment ça a été produit par HBO, donc c'est de la bombe, forcément, voilà. Énorme et très agréable surprise, cette année j'ai découvert Andor, comme quoi Disney peut faire des scénarios intéressants avec Star Wars. Je vous avoue que je suis pas un fan de Star Wars à la base, et je me suis mis presque à détester Star Wars tellement l'overdose est totale. Toutes ces séries complètement OSEF dans lesquelles il n'y a aucun enjeu, où il se passe rien. D'un coup, t'as l'impression qu'il y a des gens, ils ont fait leur scénario à part. Et Andor parle de la création et des débuts de la rébellion en suivant le personnage d'Andor Cadrician. Mais c'est une série, c'est trop bien parce qu'on va jamais te parler de force, tu vas jamais voir de sabre laser, tu n'auras pas de Jedi, tu n'auras pas de Sith. Ça s'intéresse vraiment aux gens de la rébellion. C'est structuré et les scénarios sont écrits comme un western. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est un western. Il y a des fusillades, il y a des personnages gris qui ont tous des motifs différents. La première moitié de la saison c'est une histoire de casse, la deuxième moitié de la saison c'est une histoire d'évasion. En plus on a deux univers, deux atmosphères très différentes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on te montre le côté un peu ambivalent et gris quoi de la rébellion qui est obligée de faire des choses terribles sous couvert de se dire qu'on va essayer de sauver la galaxie. C'est vraiment bien écrit, les personnages sont assez passionnants. Il y a Steven Skarsgård là, l'acteur qui carry la série sur son dos. Mais quel acteur! Oh là là, il est complètement incroyablissime ce mec. C'est vraiment un des meilleurs acteurs qu'on a encore en vie. Il est complètement exceptionnel. Donc voilà, même si vous êtes réticent à Star Wars, je vous invite vraiment à regarder Andor parce que c'est très prenant, très bien écrit. Et c'est presque une aberration quoi dans l'univers et dans la production Star Wars. La série est évidemment superbe aussi, mais j'en parle chaque année. The Boys, saison 3. Alors la saison 3, je la trouve quand même moins intéressante et moins prenante que les deux premières saisons. S'il y a un nouveau personnage qui est plutôt intéressant, qui apporte un nouveau souffle un peu à la série, mais je la trouve quand même un peu moins drôle, un peu moins fun que les deux autres saisons, même s'il y a toujours le discours justement sur l'extrême
droite américaine, sur la médiatisation justement aussi de l'extrême droite américaine qui est vraiment bien foutue, vraiment bien pensée. Chaque fois dans cette série il y a des moments où je me dis ah ouais, les gars qui ont écrit ça, bien vu quoi, genre vous avez vraiment des trucs à dire sur notre monde et sur l'univers du super-héros en général. Et c'est vraiment, enfin c'est The Boys, c'est totalement ce qui se passerait si on avait des super-héros dans notre monde contemporain. Voilà, c'est une série géniale, très drôle, ultra violente, mais dans le violent gore aussi, et gore et drôle. Il y a des personnages, il y a des arcs narratifs de personnages, je pense que c'est ça qui m'a fait un peu lâcher, qui sont un peu redondants. Mais c'est une série trop bien, j'espère qu'on aura une 4ème saison, peut-être une dernière saison, 4 ou 5, voilà, n'allons pas non plus trop loin, ça ne sert à rien. Mais The Boys c'est de la bombe. Bon vous savez, vous connaissez mon amour, si vous me suivez depuis quelques temps pour The Crown, pareil, une des meilleures séries au monde. The Crown qui suit les déboires de la couronne britannique, et surtout de la reine Elisabeth. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle saison. Alors même si l'actrice qui joue la reine Elisabeth est vraiment la nouvelle actrice est superbe, malheureusement pour elle, mais tant mieux pour nous, cette saison est vachement plus concentrée sur Charles et Diana, dont les deux acteurs Dominic West et, excusez-moi j'ai oublié le nom de cette actrice qui joue dans Tenet, je ne sais plus. L'actrice qui joue dans Tenet, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin vraiment c'est des performances mais d'acteurs d'un niveau stratosphérique quoi. Enfin Dominic West, moi c'est un de mes acteurs préférés depuis The Wire. Ah il est complètement incroyable. Dans les mimiques, dans le... Tout est trop bien dans cette série. Des fois la série s'intéresse à des personnages secondaires que je trouve un peu inintéressant, mais ça reste quand même de la très grande qualité. J'espère qu'on va en voir encore 2-3 saisons. Ah voilà, on peut aller encore loin avec toutes les histoires de succession. The Crown, c'est absolument passionnant, c'est aussi une des 10 meilleures séries de tous les temps, donc ne passez pas à côté de ce chef-d'œuvre. Évidemment, House of the Dragon, j'étais au rendez-vous tous les matins à 6h pour regarder les épisodes. Je vais pas développer plus parce que sur ma chaîne de jeux de rôle, j'ai fait des analyses hebdomadaires de chaque épisode. Donc il y a une analyse de 18 minutes pour chaque épisode. Voilà, donc j'invite à aller voir ça sur ma chaîne. Elle est quand même moins bien ficelée que les 4 premières saisons de Game of Thrones. Mais pouvoir retourner dans cet univers-là avec un tel casting, un tel jeu d'acteurs, des telles idées de mise en scène, enfin c'est toujours aussi génial quoi. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder mes critiques sur ma chaîne de jeux de rôle, JDR Game of Thrones, si vous ne connaissez pas. Encore deux séries exceptionnelles avant de passer au top film. Oui, je sais, c'est très long. Une série qui m'a vraiment mis une claque incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une série Apple TV que j'ai eu la chance de regarder parce que j'ai eu accès à un compte Apple TV. C'est Severance, une série qui a été produite par Ben Stiller, une série de science-fiction absolument passionnante. Le pitch, c'est qu'il y a une entreprise dans laquelle, quand vous allez travailler, vous avez une césure dans votre cerveau et en repartant de l'entreprise, vous ne savez pas ce que vous y avez fait. Vous ne savez pas quel a été votre travail, donc c'est évidemment très bien payé, mais vous ne savez pas ce que vous avez fait là-bas. Par contre, votre vous qui est dans l'entreprise, sait ce qu'il est en train de faire, par contre il n'a aucune connaissance de qui il est à l'extérieur et de ce qu'il fait à l'extérieur. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup voilà, vous avez une césure de deux personnalités, votre vous de l'extérieur et votre vous de l'intérieur, et ça va être, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va suivre ces deux personnalités dans justement les différents chemins éventuellement qu'ils vont prendre. C'est absolument passionnant, il y a vraiment un travail de la mise en scène qui est superbe, qui est très drôle, c'est un très bon thriller. Alors, il y aura peut-être une suite, mais la saison 1 se suffit complètement à elle-même. C'est absolument palpitant, ça finit sur un cliffhanger, mais de malade. Ça joue super bien, enfin vraiment, c'est une très belle découverte. Je trouve que l'esthétique, le travail de la mise en scène, l'ambiance un peu futuriste marche très bien. Ce qui fait que c'est une des meilleures séries de cette année. Mais il y a quand même une série qui m'a encore plus plu, une série qui chaque année me transcende et me rend complètement gaga, c'est Peaky Blinders, pardon, la saison 6 est sortie. C'était encore une merveilleuse saison avec des scènes absolument mémorables, avec des fusillades dont la mise en scène est exceptionnelle. Je persiste et signe, je le dis chaque année, mais c'est la série pour moi avec la plus belle photographie au monde. Le travail des images, voilà, le travail des lumières, rien ne s'est fait de mieux en termes de série dans le monde, mieux que Peaky Blinders. La série forcément a quelques déboires parce qu'entre la saison 5 et cette saison 6, il y a une actrice qui est décédée d'un cancer et ça a dû évidemment être impliqué dans la narration. C'est vachement bien fait, c'est hyper subtil, ça amène les émotions au bon moment. C'est vraiment bien travaillé, ça a été vraiment hyper bien pensé cette transition. Il se passe encore évidemment des trucs de ouf dans cette série, le jeu d'acteur est totalement exceptionnel, Cillian Murphy, il carry la série sur ses épaules. Il y a des twists, mais des twists qui... Je me suis tellement fait avoir, la série m'a tellement ken. Il y a des idées de scénario et de twists qui sont vraiment géniales. Et alors du coup la série est terminée, le format sériel est terminé, mais nous allons avoir un film
un film pour terminer cette série, un grand film que nous allons aller pouvoir voir au cinéma. Et ça, je trouve que c'est vraiment une expérience exceptionnelle, quoi. Pouvoir terminer une série sur un film, un peu comme El Camino avait fait avec Breaking Bad, je trouve ça vraiment génial et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir voir la fin de Peaky Blinders sur grand écran. Voilà mes amis, c'était mes séries préférées de l'année. Maintenant on va pouvoir se lancer tout de suite dans mes films préférés. Pas encore le top 10 parce que j'ai quand même quelques films dont j'ai envie de vous parler qui sont un peu des mentions honorables, sans trop détailler parce qu'ils sont pas dans mon top 10. Des films que j'ai beaucoup aimé cette année et qui méritaient quand même que je les cite. J'ai beaucoup aimé l'adaptation de Batman de Matt Reeves, The Batman. Voilà, je trouve que Robert Pattinson fait complètement le taf. C'est un film qui m'a surpris sur beaucoup d'aspects, qui m'a déçu sur là où je l'attendais le plus. Là où je l'attendais le plus, c'était avec L'Homme Mystère, qui est un de mes méchants préférés de Batman. Je trouve que Paul Dano livre une performance un peu gênante, voilà, c'est complètement surjoué. Et puis son espèce de plan machiavélique à la fin, je pense qu'on a tous eu l'impression de se dire attends mais c'est juste ça en fait. L'homme mystère, voilà, moi j'attendais à des rebondissements, à des coups de Trafalgar, à un plan dans le plan, alors qu'en fait non pas du tout, juste il voulait juste faire un truc très très méchant. Donc un peu déçu là-dessus, par contre extrêmement agréablement surpris sur la photographie, le travail des lumières, certaines séquences de mise en scène, la course poursuite, voilà, dans le travail, dans le choix des plans, dans le choix des dynamiques, tout ça, c'était vraiment chouette. L'actrice qui joue Catwoman, Zoé, comment elle s'appelle, Zoé Kravitz, génial, le pingouin génial, voilà, il y a vraiment plein de choses qui m'ont beaucoup plu et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé The Batman. J'aime bien qu'on s'intéresse à la pègre aussi, au falconet, enfin, je trouve que il est bien ficelé le film. J'ai beaucoup aimé aussi Enola Holmes. Enola Holmes, c'est des films très très familial, un peu dans le style Pirates des Caraïbes où souvent on brise le quatrième mur, c'est très coloré, ça se veut très fun. Voilà, moi c'est un peu mon guilty pleasure, je passe des très bons moments devant les Enola Holmes, j'avais bien aimé beaucoup aimé le premier aussi. Il y a souvent des collages à l'écran, voilà, c'est assez ouais, créatif, très popcorn quoi, mais moi ça marche complètement sur moi, voilà, même si j'avais encore deviné qui était le méchant à la seconde où je l'ai vu. Mais voilà, ça reste quand même des films très agréables à regarder, c'est très fun, voilà, c'est vraiment, je m'amuse c'est des films où je m'amuse devant. J'ai bien aimé également Novembre, le film qui a été fait par le réalisateur, excusez-moi, j'oublie encore son prénom, mais c'est le réalisateur qui avait fait Bac Nord, que je n'ai pas vu, qui avait fait une énorme polémique parce que apparemment, j'ai vu des interviews du mec, le réalisateur n'a aucune conscience de la manière dont il filme les choses, enfin, c'est très perturbant quoi. C'est un peu, on va dire, un tâcheron, il fait les choses et il a pas trop de réflexion derrière sur l'impact de ces images. Mais alors pourquoi j'ai aimé Novembre? Parce que Novembre, on suit du coup la brigade de police qui, à la suite des attentats du 13 novembre, est à la poursuite des terroristes encore en vie. Et donc c'est une espèce de course contre la montre et ça marche très très bien parce que c'est pas du tout racoleur pour le coup, ce qui était un peu le risque de ce genre de format. T'as vraiment ce côté course contre la montre qui est assez prenant. Ça joue pas très bien malheureusement, enfin c'est très inégal en tout cas dans le jeu d'acteur, mais je trouve que t'es quand même accroché du début à la fin et le film se termine par une fusillade qui dans un cinéma plongé dans le noir est très très impressionnante. T'as des 20 mecs du GIGN qui sont dans un escalier qui bombardent un appartement, voilà, qui le mitraillent pendant 3 minutes. Je trouve que le travail sur le sound design, tout ça c'est assez impressionnant et ça en fait une scène qui est très très mémorable. À la fin du film, il y a Jean Dujardin qui fait un discours totalement nul à chier, kitsch, guimauve, et t'es juste en train de te dire mais non mais tais-toi, t'es en train de tout gâcher. C'est absolument terrible. Mais sinon, c'est plutôt stylé. Un thriller que j'ai découvert à la fin de l'année et que j'ai trouvé très très chouette qui s'appelle The Stranger. The Stranger, c'est un film australien où on va suivre un homme qui est un petit peu paumé, qui va se retrouver mêlé à une organisation criminelle. Ça commence vraiment comme un film un peu indé, avec un travail un peu des fois bizarre sur le son, sur les images, des coupes nettes. Au début, j'étais vraiment pas trop emballé, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça plein de fois, mais en fait il y a un twist. Il y a un twist dans la narration et au moment où il y a eu le twist, je me suis dit oh waouh, mais ça ce serait un film, genre par un David Fincher ou par quelqu'un comme ça. Mais ça pourrait vraiment rendre un film exceptionnel. Le film est très cool du coup, hein. C'est un très bon film policier, un très bon film, un très bon thriller, qui vaut le coup d'être vu. C'est sur Netflix également, donc vous pouvez le voir sur Netflix. Voilà, je vous conseille The Stranger, je ne vous en révèle pas plus, mais moi, ça a été une très très bonne surprise. Dernier film, qui n'est pas dans mon top 10, mais qui aurait vraiment pu y être, qui était à deux doigts malheureusement, je ne vais jamais en parler parce que il aurait pu... facilement y être. C'est le dernier film qui est sorti en début d'année de Paul Thomas Anderson, qui est un des meilleurs réalisateurs que nous avons encore en vie, c'est Licorice Pizza. Licorice Pizza, c'est un film qui se passe dans les années 70, qui parle d'une histoire d'amour entre deux jeunes adolescents slash jeunes adultes.
Il y a toujours une ambiance incroyable dans les films de Paul Thomas Anderson. C'est quand même celui, je trouve, qui a le moins marché sur moi. Enfin, quand tu as à côté des There Will Be Blood, The Masters, voilà, des films qui sont vraiment des chefs-d'œuvre absolus. Voilà, il fait un peu pâle figure à côté. Il y a quand même une ambiance qui se dégage, même si je trouve que, à part les deux personnages principaux, toute l'histoire n'est pas vraiment palpitante. L'humour ne marche pas très bien dans ce film. Enfin, les acteurs, ils ont vraiment des gueules. Il y a le jeune acteur, c'est le fils de Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman qui a joué beaucoup justement avec Paul Thomas Anderson, qui malheureusement s'est suicidé, qui était un des plus grands acteurs de notre génération. Voilà, c'est une des plus grosses pertes que nous avons eues. Et c'est trop bien de voir son fils reprendre un peu le flambeau. Enfin, il est super dans le rôle. Voilà, mais niveau mise en scène, niveau tout ce qui fait un peu la saveur des films de Paul Thomas Anderson, c'était un peu en dessous. Même si on retrouve quand même l'ambiance de Boogie Nights, son premier film. Voilà, on retrouve cette ambiance un peu années 70 qui est très chouette. Donc évidemment, je vous conseille ce film, il est par plein d'aspects absolument formidable, mais pas assez formidable pour entrer dans mon top 10. Top 10, les amis! Top 10 des 10 meilleurs films que j'ai vus cette année. On commence avec un film que j'ai vu sur Netflix, le numéro 10 en cette fin d'année. J'ai vu Pinocchio de Guillermo del Toro. Pinocchio qui est un merveilleux, magnifique film en stop motion, c'est-à-dire image par image, des petites figurines qui sont articulées image par image. Moi, le stop motion, c'est au niveau de l'animation, c'est le procédé que je trouve le plus merveilleux, c'est celui qui m'emballe le plus. Parce que, en même temps qu'on voit l'animation sous nos yeux, c'est un procédé qui nous fait aussi nous rendre compte de la manière dont c'est fait. Ouais, ça dégage quelque chose de très poétique, de très beau, c'est extrêmement joli à regarder. En plus, là, vous imaginez bien qu'il y a un film de Guillermo del Toro et un travail sur la direction artistique absolument exceptionnel. Et j'aime beaucoup parce que c'est Pinocchio qui est revu via les thèmes de prédilection de Guillermo del Toro que vous avez pu voir dans tous ses anciens films. Le fascisme et Mussolini qui rentrent dans l'histoire de Pinocchio. Tous les personnages de Pinocchio sont réinterprétés sous la forme en fait de monstres. J'adore que la fée bleue, en fait, c'est une espèce de monstre avec des grandes ailes, avec des yeux dedans. Elle est trop stylée, elle est trop belle. J'aime bien, c'est vraiment la relecture d'un conte via Guillermo del Toro. Donc c'est très agréable à regarder parce que vous redécouvrez vraiment ce conte sous un nouveau jour, sous une nouvelle direction artistique. Il y a des chansons, c'est une comédie musicale. Pas très fan de ce que fait Desplat, le compositeur. Mais il y a vraiment des thèmes qui te restent en tête. Voilà, il y a les Ciao Papa, c'est une très belle chanson. C'est très beau, c'est prenant. Voilà, c'est tout ce qui se fait de mieux en matière d'animation. On retrouve ce personnage de Pinocchio qui est assez quelque part insupportable tellement il est heureux de tout découvrir. Il y a un beau développement de personnage. Bref, ce Pinocchio est un très beau film. Il mérite amplement sa place dans mon top 10 de l'année 2022. Numéro 9, encore un film Netflix. Alors je n'ai pas vu l'original, mais c'est À l'Ouest, rien de nouveau. À l'Ouest, rien de nouveau, c'est un film de guerre très fort, très bouleversant, extrêmement violent, qui a la particularité et l'originalité quand même de nous montrer le point de vue de soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est adapté d'un livre qui justement a été écrit par un soldat allemand, où on va suivre de jeunes étudiants depuis leur engouement pour partir à la guerre jusqu'à leur grande désillusion. Et le film est trop bien parce qu'il te montre ça, vraiment ils sont dans la désillusion totale quoi, ils sont tous en mode ouais, dans une semaine on est à Paris, on va éventrer les chars ennemis avec nos baïonnettes, enfin voilà, ils sont complètement dans un... Enfin, ils sont complètement matrixés quoi, ils sont... la propagande a bien fait son travail quoi. Et une fois sur le front, et bien évidemment tout change. C'est un film, je suis étonné du budget qui a été mis dedans, du travail sur la production, sur les décors. C'est très impressionnant. Je trouve que c'est le budget d'un film américain en fait. Et surtout, je trouve que psychologiquement c'est très dur. Hein. Vous allez voir, il y a des scènes vraiment pas évidentes à regarder. C'est un très beau film pour cristalliser tout ce qui est l'horreur de la guerre, l'horreur physique et surtout l'horreur psychologique. À quel point ça peut détruire des gens mentalement. C'est vrai que le film, on sent quand même qu'il n'a pas vraiment un traitement réaliste et que c'est quand même romancé parce que il y a quand même pas mal d'événements qui se passent qui sont trop gros pour être vrais quoi, mais c'est plus disons une allégorie de la guerre, c'est pour montrer à quel point la guerre peut être un cauchemar sans fin en fait. Voilà, un cauchemar sans fin. C'est un très bon deuxième titre pour le film, un cauchemar sans fin. J'ai passé un très beau moment. Non, un très dur moment devant, mais pour moi c'est comme ça, c'est exactement comme ça que devrait être traité la guerre au cinéma. Numéro 8. Ah mon dieu, vous n'allez pas y croire, parce que je n'y ai pas cru, parce que j'ai un réalisateur qui est peut-être ma némésis,
peut-être le réalisateur que je déteste le plus au monde, qui a quand même son univers et une patte d'auteur, mais vraiment je n'accroche pas du tout à son cinéma, c'est Michael Bay. Et cette année, Michael Bay a réalisé Ambulance, et Ambulance se retrouve top 8 de mon top cette année. Vous allez me dire, Lucas, pourquoi as-tu mis un film complètement con dans ton top? Eh bien, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui moi m'a marqué dans ce film et ce qui m'a permis de passer un très très bon moment, parce que alors très clairement c'est pas le scénario, hein. Le scénario il est écrit sur un bout de papier cul, ça a été fait sur le coin d'une table et ils se sont dit c'est bon, on a le film de l'année, allez on part le réaliser. Donc Ambulance, c'est l'histoire de deux hommes qui vont faire un braquage et ça va mal tourner, et pour s'enfuir ils vont prendre en otage une infirmière et son ambulance. Voilà, terminé, vous avez le pitch. Et puis alors Michael Bay, je sais pas si vous connaissez ses films, ça va à donf, c'est complètement over the top, ça pète dans tous les sens. Je vais vous montrer les images du tournage, t'as l'impression que les caméramans ils jouent leur vie toutes les 30 secondes. Tellement ça pète dans tous les coins, enfin c'est toujours des espèces d'orgie visuelle. Michael Bay est connu pour faire des films dont la moyenne des plans dure moins d'une seconde. Par exemple Armageddon, la moyenne de durée d'un plan c'est moins d'une seconde. Bah je suis sûr que dans ce film là c'est la même chose. Je viens à pourquoi quand même j'aime ce film. Parce que ce film, par bien des aspects, est extrêmement créatif. Et ce film m'a montré des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Dans la mise en scène, dans la manière de filmer les courses-poursuites, notamment avec l'utilisation de drones. Voilà, vous avez des plans avec des drones qui sont ultra intenses, ultra immersifs, qui vont à 100 à l'heure, qui sont très très créatifs, et qui, moi, m'ont fait voir des courses-poursuites d'une manière que je n'avais jamais vue avant, et ça m'a vraiment impliqué dans l'histoire, parce que comme c'est des plans très très dynamiques, bah, j'étais vraiment happé quoi dans cette histoire de course-poursuite. Il y a un plan mais complètement ahurissant où le drone c'est au ralenti, il frôle le sol comme ça, il y a une voiture qui lui passe au-dessus, et il y a une autre, et le drone remonte et il frôle le capot d'une autre voiture qui lui fonce dessus. Enfin ça n'a aucun sens tellement ils ont dû péter les drones dans tous les sens, ça a dû... je sais pas le nombre de caméras qui ont dû exploser ou de drones qui ont dû mourir pendant le tournage, mais voilà c'est assez sidérant. Voilà évidemment le film est complètement con et over the top et t'as des personnages ultra caricaturaux, mais en fait ça en devient tellement nanardesque que du coup c'est presque... Enfin voilà, il y a ce côté très drôle à regarder quoi, tellement c'est nimp et ça va loin. Mais voilà, pour la mise en scène, pour ces nouvelles idées de création et qui te happent dans le récit, eh bien, Ambulance se retrouve 8ème de mon classement de cette année. C'est assez exceptionnel cette année, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé, je ne crois pas, mais j'ai un réalisateur qui a 2 films dans mon top film de l'année. Et on retourne en 7ème position avec Guillermo del Toro et son Nightmare Alley. Nightmare Alley qui a un casting absolument incroyable avec Bradley Cooper, Kate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Ron Perlman, Willem Dafoe, voilà, enfin, au niveau performance d'acteur, vous êtes totalement servi, c'est la grande régalade, mais c'est pas vraiment pour ça en fait que ce film m'a marqué. Ça arrive parfois que Guillermo del Toro se casse un peu la gueule dans ses projets qui ont un peu une esthétique trop léchée, mais là je trouve que vraiment le travail sur la photographie, le travail sur l'esthétique, le travail sur l'ambiance que dégage ce film, qui parle du milieu du cirque dans les années 20-40, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est encore un milieu très sombre, voilà, ça parle de magie, d'arnaqueurs et tout ça. L'ambiance est totalement réussie, c'est l'histoire de la montée en puissance d'un monsieur qui est un peu paumé dans sa vie, qui est interprété par Bradley Cooper, et qui va se découvrir un talent en fait pour arnaquer les gens en fait en leur faisant croire qu'il arrive à communiquer avec leur défunt, qu'il est médium. Il va s'associer à une psychologue justement pour monter des coups de plus en plus osés, et c'est un film qui est hyper bien écrit. Tu te laisses complètement porter par l'histoire, tu es complètement pris par les événements et par ce qui va arriver à cet homme qui est un peu un gentil méchant quoi, c'est le faux héros quoi. L'esthétique du film est vraiment magnifique, des fois t'as vraiment des plans mais c'est des tableaux en fait quoi. Et t'as une esthétique très léchée justement avec les couleurs très pétantes qui ressortent, des gros contrastes justement entre la neige et des couleurs rouges, bleues, voilà, t'as un très beau travail qui est fait sur la colorimétrie notamment. Et le film aussi aborde des sujets que moi je n'avais jamais vu auparavant, ça aborde le sujet un peu du GIMP, je sais plus comment on appelle ça. Non, je sais plus si c'est pas ça. Le GIMP, c'est le mec en cuir que tu as enfermé dans une malle comme dans Pulp Fiction. Non, c'est le GIMP. Non, je sais plus, il y a un nom. Je l'ai vu, c'était il y a longtemps cette année, je m'en souviens plus. C'est pas le GIMP. Ça parle d'un type de personnage voilà, qui a existé et je ne peux pas trop en révéler, c'est très cryptique de la manière dont j'en parle. Donc voilà, bon, je ne vous révélerai rien sur le film, mais c'est un très bon film, très prenant. Pour moi, c'est vraiment un bon film classique
thriller sur la déchéance d'un homme. Très 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 bon film. Numéro 6, c'est un peu la claque artistique et créative de cette année, c'est Everything Everywhere All at Once, un film qui porte très bien son nom parce que c'est un des plus gros melting pot artistiques que j'ai vu de ma vie. C'est un des films les plus délirants et créatifs. C'est un film des Daniels. Les Daniels, ça s'appelle juste les deux Daniels, donc ils s'appellent les Daniels, qui avaient déjà réalisé Swiss Army Man. Déjà un film complètement délirant si vous l'aviez vu, qui était un très très bon film. Mais voilà, je trouve qu'on a monté quand même d'un cap. C'est un film qui fait un pied de nez incroyable au multivers de Marvel, puisqu'il est beaucoup plus créatif. C'est un film qui a tellement d'aspirations différentes et qui part tellement dans des directions différentes. Il y a du film américain indépendant avec une histoire tragique, familiale, il y a du Matrix, il y a du Wong Kar-wai, il y a des clins d'œil à Ratatouille, fois ça part dans toutes les directions, c'est absolument complètement délirant. Donc dans ce film on va suivre l'histoire d'une dame asiatique assez âgée qui est en pleine crise familiale, à deux doigts du divorce, qui a une fille qui la déteste, qui va se retrouver plongée dans un monde de science-fiction, des films d'arts martiaux, voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais je pense que ça peut être un très très bon test, ça, juste de vous dire à un de vos potes, tiens regarde, on va regarder un film un peu indépendant américain, vous lui dites pas ce que c'est, vous le mettez devant et vous le laissez se faire totalement surprendre, parce que c'est un film qui va partir dans une direction mais tellement délirante. J'ai ri devant ce film et c'est le film où cette année, dans la salle, les gens se sont le plus marrés. Mais vraiment, je riais, mais de bon cœur, quoi. La mise en scène est complètement délirante, vous allez passer d'un univers à l'autre. Il y a des trucs, tu te dis, mais comment ils ont réussi à ce que Michelle Yeoh accepte de faire ça, l'actrice qui est très connue. Alors, c'est marrant parce que Michelle Yeoh, elle a dit, ça a été mon film préféré à faire de toute ma carrière parce qu'il réunit tout ce que j'ai toujours aimé. Jeux d'acteurs, arts martiaux, voilà, elle a dit, j'ai toujours rêvé qu'on me propose un jour un film comme ça. Mais ils lui font faire des trucs des fois... C'est incroyable! Il y a une scène, la scène avec les cailloux, mais je hurlais de rire dans le cinéma, quoi. Enfin, vraiment, c'est complètement délirant, ça va à 100 à l'heure, t'as pas le temps de réfléchir, ça joue ultra bien. Il y a des moments d'émotion qui s'enchaînent avec des moments de comédie qui sont vraiment très très réussis. Je pense, moi, que le film aurait pu encore être plus créatif sur certains aspects. Je trouve que des fois on revient un peu dans les mêmes univers qu'on a déjà vu et j'aurais aimé qu'on voit autre chose, mais juste cette notion de multivers, ce travail du multivers mais ridiculise tout ce qu'a pu faire Marvel avant. Moi je me posais la question de me dire mais comment ils ont réussi juste à le mettre en place, parce qu'il y a tellement d'univers différents à filmer, enfin au niveau de l'organisation du tournage ça a dû être un bordel monstre, c'est juste pour ça c'est une performance incroyable. Mais le film est d'une richesse mais étonnante, le comique ultra réussi, c'est une des plus grandes bouffée d'air frais que j'ai vu cette année. C'est une réussite totale, voilà, c'est Everything Everywhere All at Once. Numéro 5, c'est un film qui a fait un peu polémique, c'est un film qui a attiré les foudres de nombreuses personnes. C'est Athéna de Romain Costa-Gavras. C'est un film qui nous présente l'embrassement d'une cité qui s'appelle Athéna et on va nous montrer le conflit que ça génère entre évidemment les forces de police, sécurité, CRS et tout ça, et les jeunes des cités qui se rebellent après que il y a eu un jeune enfant qui a été tué, qui a eu une bavure policière. C'est un film clivant qui a été attaqué par les gens d'extrême droite qui trouvaient que ça donnait trop la part belle aux jeunes des cités, et aussi par les gens d'extrême gauche qui trouvaient que la police était trop humanisée. Je vais revenir un peu sur ce débat-là et je vais vous donner mon opinion, mais avant tout, on va revenir sur un peu le consensus général. C'est un film qui est absolument magnifique et qui a une idée de mise en scène que moi je trouve géniale, qui est l'utilisation de plans séquences. Le film est une suite de plans séquences extrêmement longs. Un plan séquence du coup c'est quand on ne coupe pas la caméra, extrêmement impressionnant. Vraiment il y avait des plans, je ne sais pas comment ils ont réalisé ça, je pense que la caméra passe d'un drone aux mains d'un être humain, d'un caméraman, mais on se faufile dans des bâtiments, on ressort. Il y a vraiment des plans qui sont complètement cultes et magnifiques, hein. À un moment il y a les CRS qui avancent et qui se prennent des feux d'artifice dans la nuit sur la tête, c'est vraiment assez incroyable à regarder. Enfin je trouve que le film est magnifique. Et pourquoi je trouve que l'utilisation de plans séquences est intéressante? Déjà ça magnifie un peu le récit et ça lui donne un peu une dimension un peu épique, voilà, dans ce traitement des images, dans ce traitement de la photographie qui est très beau, bah ça donne un côté très olympien, énorme, Olympien Athéna. Et oui, pourquoi? Parce que le film n'a pas un traitement réaliste. Même si l'utilisation du plan séquence, ça permet
de suivre un peu l'action, ce qui se passe seconde après seconde. Non, le film a vraiment une esthétique, pas du tout un traitement qui se veut réaliste et proche de la réalité. Si le film s'appelle Athéna, c'est parce qu'il y a vraiment un traitement de ce film comme une tragédie grecque en fait, avec des personnages et il va leur arriver des choses complètement démentielles et démesurées. On m'a dit que ça avait sorti plusieurs personnes de l'histoire parce qu'il se passait des choses. On avait l'impression justement que c'était pas du tout réaliste. Mais moi je trouve que c'est un parti pris absolument passionnant, ultra bien traité. Parce que ce conflit est filmé comme une guerre troyenne quoi. Voilà, c'est quand les CRS montent à l'attaque, t'as vraiment l'impression d'être dans un film américain presque. Enfin, il y a une stylisation grâce à ces énormes plans séquences et avec le travail de la photographie de cette bataille qui nous sort en fait de la réalité pour nous raconter en fait un autre récit. Moi j'aime beaucoup ce traitement sans réel parti pris, de montrer en fait que les conflits n'amènent que des conflits, la haine n'amène que de la haine, les morts n'amènent que des morts, c'est un cercle vicieux sans fin et qu'une fois que la machine est lancée, c'est terminé, il y aura des dégâts des deux côtés. Et moi je trouve ça bien qu'on humanise certains policiers. Bon, on montre qu'il y a des policiers que c'est des raclures, hein, comme on montre qu'il y en a qui sont complètement barges dans la cité. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est un film qui s'intéresse à l'humain avant tout, voilà, il n'y a pas de blanc ou de noir, c'est pas manichéen, c'est tout le monde est en nuance de gris. Et il y a des gens qui vont être amenés à faire des choses terribles parce qu'ils ont assisté à des choses terribles. Il y a des gens qui se retrouvent pris dans les rouages sans fin de la haine, et voilà, je trouve que c'est un film qui parle très très bien des cercles de haine. Une fois que tout s'embrase, c'est difficile d'arrêter l'incendie et qu'à la fin il ne reste plus que des cendres, et bien pour tout le monde, voilà. Donc je trouve que le film, dans ce parti pris de ne pas en prendre de réel parti, eh bien il a un parti pris très fort, voilà. Il ne prend pas parti entre guillemets, puisque à la fin, justement, le réalisateur a toujours eu cette vision un petit peu distante dans le film, mais à la fin, t'as une séquence qui te dit voilà, bon vous voyez, c'était un peu gris hein, et ben moi ce que je pense c'est ça. Bah mais t'as une dernière séquence qui te met une grosse claque dans lequel très clairement tu vois à travers la caméra le point de vue du réalisateur qui grosso modo dit bon les flics vous êtes bien gentils mais faites le ménage dans vos rangs. La source des problèmes en fait c'est l'extrême droite. Voilà, c'est les fachos, c'est les nazis, c'est les racistes, voilà. C'est eux qui foutent la merde partout et qui en fait poussent les gens à s'entretuer. C'est rare je trouve dans un film de voir d'un coup un réalisateur qui se permet d'affirmer par ce qu'il vous montre son point de vue. C'est une vraie prise de position politique. Voilà. Et c'est assez rare de voir ça exprimé dans un film. Pour l'utilisation des plans séquences absolument magnifiques, pour ce que ça raconte, pour le côté un peu tragédie gréco-romaine épique et pour les partis pris radicaux du réalisateur, et bien ce film s'est retrouvé 5ème de mon top. Numéro 4, c'est La Nuit du 12. La Nuit du 12 c'est un film policier qui a un parti pris assez radical, puisque dès le début du film on vous dit cette enquête n'a jamais été résolue. Et en fait c'est un film qui va parler de féminicide. C'est un film où on va suivre justement une brigade qui va se retrouver confrontée au meurtre d'une jeune de 16 ou 17 ans, je crois, quelque chose comme ça, dans des conditions évidemment horribles, et en fait on va suivre le chemin psychologique un peu des enquêteurs qui vont essayer de retrouver qui est son meurtrier. C'est un film qui aborde du coup la question du féminicide et qui vous montre en fait que à peu près tous les hommes qu'on croise dans le film auraient pu être son assassin. Que tous avaient quelque part le potentiel pour assassiner cette pauvre jeune fille. Je trouve que ça joue très bien, je trouve que c'est très prenant. Il y a des très très belles scènes, des scènes de jeu qui sont assez fortes, notamment une scène avec une gamine de 16 ans qui se met à pleurer, qui est vraiment une super actrice. Je trouve que les deux personnages principaux et la brigade en général sont très attachants. Ouais, c'est un très bon thriller, c'est un film qui se tient très très bien, qui est bien filmé, il y a des bonnes idées de réalisation, des bonnes idées de mise en scène. Un film bouleversant et réussi, tellement réussi dans ce qu'il voulait faire, qu'il se retrouve 4ème de mon top. Ça y est messieurs dames, après une vidéo très très longue, une vidéo sans fin, on se retrouve sur le podium de mon top film 2022. Les 3 films que j'ai le plus aimé cette année. Mon numéro 3 c'est The Innocents. The Innocents c'est un film suédois, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est peut-être finlandais, peut-être danois, voilà, ces eaux-là, j'ai pas envie de dire une connerie. C'est un film où on va suivre de jeunes enfants qui vont se découvrir affublés de super pouvoirs. Un thème assez classique, vous allez me dire oui, mais je n'ai jamais vu un film qui traitait aussi bien le thème des super pouvoirs chez les enfants. Pour le coup, le film a un traitement extrêmement réaliste et le film va parler de sujets extrêmement durs, violents physiquement, mais surtout violent psychologiquement. Violence sur animaux, violence sur personnes handicapées, voilà, des choses absolument merveilleuses. C'est un film
qui est assez choquant par plein d'aspects, mais que je trouve dans son traitement de cette idée d'enfant avec des super pouvoirs est vraiment exceptionnel. Parce que évidemment, des enfants qui se retrouvent avec des pouvoirs démesurés, ils vont forcément en faire des conneries, voilà. Je suis persuadé que moi enfant, si j'avais eu des pouvoirs, ça aurait sûrement très mal tourné. Et évidemment, ça tourne très mal, donc on va suivre ce groupe d'enfants en fait qui va évoluer en fait dans une cité qui est quasiment abandonnée puisque c'est les vacances, tout le monde est parti et il va y avoir une suite d'événements désastreux qui vont amener à des situations compliquées. Les enfants, mais ils jouent mais tellement bien. La gamine qui joue l'enfant handicapé mental, waouh, mais elle a un niveau de jeu mais exceptionnel. La gamine qu'on suit, l'héroïne là qui a une tête mais de nazi. Ce personnage a une évolution, une écriture qui est vraiment bien foutue. Et franchement un tel niveau d'évolution pour un personnage qui est tellement bien joué par une petite gamine qui doit avoir, je sais pas, doit avoir 8 ans quoi, 8-9 ans. 10 ans grand max à tout péter quoi. C'est vraiment impressionnant. Il y a une des gamines qui joue quand même un peu moins bien, celle qui est la petite brune, je crois qu'elle a des taches blanches sur le visage. Ça fait longtemps que j'ai vu le film, je m'en souviens plus trop. Je sais plus trop à quoi elle ressemble, mais elle, je sais que voilà, elle est très jeune, elle doit avoir 6-7 ans elle. Donc elle joue quand même un peu moins bien que les autres, mais époustouflant. Enfin, c'est épatant quoi de voir des jeunes jouer aussi bien. Le film est très prenant, très dur. C'est un très bon thriller, plein de suspense, qui frôle même des fois avec l'épouvante. Il y a des moments où tu te dis ah là le film il commence à être un peu flippant quoi, voilà. Très chouette, l'affiche est complètement folle, voilà, c'était une très belle découverte. J'ai passé un merveilleux moment. Et donc je vous invite évidemment à voir The Innocents. The Innocents. Numéro 2 de cette année, c'est un film qui a été une très bonne surprise parce que en vrai je n'en attendais pas autant de sa part, mais ça a été un très beau cadeau quelque part que je me suis fait à moi-même. J'aime beaucoup ce que fait le réalisateur Baz Luhrmann. C'est Elvis de Baz Luhrmann. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Baz Luhrmann. J'aime beaucoup Roméo plus Juliette, j'aime beaucoup The Great Gatsby. Enfin, je trouve que c'est un réalisateur qui a vraiment une patte artistique, qui a vraiment une idée, qui a vraiment et qui sait se renouveler en fait à chaque fois. Même si Moulin Rouge fait partie des 10 films que je déteste le plus au monde. Je trouve Guimauve horrible. Bref, Moulin Rouge pour moi c'est une horreur absolue. Je refuse d'entendre parler à nouveau de ce film. Mais vraiment, je suis très client de ce que fait Baz Luhrmann. Et là, il nous propose de revisiter la vie de Elvis Presley, de ses débuts à sa mort. Et alors, je sais pas si vous connaissez Baz Luhrmann, mais c'est un style ultra léché, ultra coloré. Et ça se marie tellement bien avec Elvis, parce que Elvis, il a toujours des costumes incroyables. Il est toujours dans fuchsia, il est toujours sur des scènes extrêmement colorées. Et puis le personnage en lui-même est quelque part coloré dans ce qu'il raconte, dans sa vie, dans ce qu'il exprime des années 60, 50. Baz Luhrmann qui se marie à l'univers d'Elvis. C'est vraiment très chouette. Le film est palpitant, tu découvres plein de choses sur la vie d'Elvis. Là c'est revisité de manière, je vous dis, extrêmement colorée, donc t'as pas le côté un peu biopic, réaliste, chiant, voilà. Et surtout c'est un film moi qui m'a émerveillé par le travail sur le sound design, le travail sur les musiques d'Elvis, sur la mise en scène sonore des scènes, sur le travail sur les concerts et tout ça, enfin dans la salle de cinéma avec un bon son et avec le Dolby 5.1 là, mais wow, c'était une régalade quoi. Le film est très touchant, très émouvant. Tu passes évidemment à la fin des images du film aux dernières images réelles des derniers jours de Elvis en vie. Évidemment, le film n'écorche pas trop l'image de Elvis Presley, comme c'est un film qui est quand même un peu romancé, parce que je vous dis, dans le traitement, ça se voit que c'est très fantasmagorique, voilà, dans le traitement qui est fait de la mise en scène, et de Elvis de manière générale. Il en prend quand même un peu pour son grade, hein, mais voilà, si vous vous renseignez un peu sur Elvis, c'est pas du tout une figure toute blanche et incroyable. Mais voilà, le film ne se prive pas aussi d'attaquer Elvis, d'attaquer les personnes qui ont brisé sa vie. Et il en fait partie hein, malheureusement. Mais c'est surtout pour le travail coloré de la mise en scène, le travail du sound design que ce film se retrouve deuxième de mon classement. On arrive, les amis, à la grande surprise de cette année. Le numéro 1 de mon top est assez incroyable puisque moi-même, je n'avais pas réalisé qu'il serait numéro 1. Quand j'ai commencé à faire mon top, je me suis dit, mais ah ouais, mais c'est ça mon film préféré. Je suis persuadé que c'est un film qui vous aura pas forcément marqué et que c'est un film qui n'en a pas marqué beaucoup puisque je ne l'ai vu dans aucun top. Mais moi, c'est le film qui m'a fait passer le plus incroyable moment de mon année cinématographique 2022 et c'est Buzz l'éclair de Disney Pixar. Et ouais les potes, Buzz l'éclair, un film d'animation. Alors je tiens quand même à préciser que je n'ai aucun attachement
pour la série Toy Story. Je trouve que ce sont des excellents films, même le 2 et 3, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. Le 4 un peu moins, mais enfin je trouve que c'est toujours des films qui ont été réussis. Je crois que même le 3 j'avais mis dans mon top 100 des films de tous les temps, tellement je le trouve génial. Mais j'ai pas d'attachement réel, j'ai pas une passion pour cet univers fantastique avec les jouets qui parlent. Et néanmoins, Buzz l'éclair se retrouve numéro 1. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu le chemin de pensée qui m'a amené à le mettre numéro 1. Alors c'est un film qui se veut être le film qu'a vu Andy petit et duquel ont été faits plein de figurines Buzz l'éclair que ensuite Andy a acheté et tout ça. Et du coup le film a ce parti pris extrêmement génial je trouve. Au début on nous montre Buzz l'éclair comme un espèce de action man. Il est en mode ouais je dois réussir ma mission, je dois absolument réaliser ma mission, personne ne m'empêchera de réaliser ma mission. Et les gens qui sont un peu dans mes pattes ils m'empêchent juste de réaliser ma mission. Enfin, c'est vraiment le personnage du film se comporte comme une figurine de héros, de super-héros quoi, vraiment comme un action man. Il est très lisse, carré, il a une mission à remplir et voilà, il se comporte vraiment comme ça. Sa mission c'est qu'en fait c'est écrasé sur une planète avec beaucoup de gens et qu'il va absolument réussir à s'enfuir de cette planète. Sauf qu'en fait, le personnage de Buzz l'éclair va se retrouver confronté à un phénomène de science-fiction en rapport avec le voyage dans le temps. Et plus ce phénomène de science-fiction va se manifester, plus Buzz l'éclair va être confronté à la dure réalité des choses, aux événements qui évoluent, aux personnes qui évoluent autour de lui. Et il va gagner de plus en plus en maturité pour devenir un vrai personnage de cinéma et un vrai personnage de film. Et j'ai trouvé cette idée absolument exceptionnelle. Que dans l'évolution du personnage, on nous le fasse passer d'un personnage d'action totalement unilatéral à un personnage extrêmement développé, aux émotions fortes, qui va être bouleversé émotionnellement dans qui il est et dans le rôle qu'on lui avait attribué au départ. Pourquoi aussi j'aime ce film? C'est parce que c'est un film qui est visuellement et absolument magnifique. Et c'est un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu de ma vie. Dans le traitement qu'il fait du voyage dans le temps, dans les émotions que ça dégage, mais vous êtes dans putain de Interstellar. Enfin, déjà la bande-annonce du film était très je trouve inspirée de Interstellar. Mais t'as vraiment l'impression de voir un film de SF de fou dans l'espace. C'est ultra coloré, l'effet de voyage dans le temps est absolument magnifique. Tu te prends claque sur claque visuellement, il y a des scènes ultra stressantes dans l'espace où il est en train de tournoyer et tout ça. Enfin, je vous dis, t'es vraiment dans Interstellar. Le fanservice, il arrive vraiment, mais par petites touches au beau moment. C'est bien vu, ça crée une espèce d'émulsion dans la salle où tout le monde est trop content de voir ce petit détail-là. Je trouve que, ouais, le film, et je persiste et signe, est un des meilleurs films de science-fiction que j'ai eu de ma vie. Le traitement du méchant, mais je trouve ça génial, l'idée du méchant, de ce que ça amène. Revisiter le personnage de Zorg de cette manière qui, pareil, aussi est unilatérale. Au départ, donc on a un personnage unilatéral qui dans son traitement devient quelqu'un de beaucoup plus complexe quoi, de beaucoup plus intéressant. Là où je trouve que le film pêche et je trouve que il passe un peu à côté du chef-d'œuvre, c'est qu'on a pas mal de personnages secondaires qui ont un potentiel comique très réussi je trouve, même si je suis un peu deg à un moment qui sépare du robot parce que le robot je l'aimais beaucoup, mais genre le petit chat robot mais incroyable, mais il m'a fait rire mais à gorge déployée quoi, enfin ce petit personnage était trop bien. Mais je trouve que tous ces personnages secondaires ont un potentiel émotionnel qui n'est pas assez exploité, voilà. Donc ils remplissent leur rôle de sidekick rigolo, mais je trouve qu'ils auraient pu plus apporter au personnage de Buzz l'éclair. Donc c'est pour ça que ce film n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment je trouve un très bon film. Mais ouais, pour ce traitement de la science-fiction, pour les visuels que je trouve absolument magnifiques, c'est un des plus beaux films Pixar visuellement, Disney Pixar qu'on nous ait proposé. Et surtout, pour l'évolution, le traitement de ce personnage qui passe d'un espèce d'action man totalement inintéressant à un personnage de science-fiction complexe à la moralité développée, et bien c'est ça qui m'a poussé à mettre Buzz l'éclair en numéro 1 de mon top film de l'année 2022. Voilà les amis, c'était mon top film de cette année 2022, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, on se revoit en 2023 pour le top film, je n'arrêterai jamais de le faire, hein. C'est un truc que je fais quand même depuis 2016. Mais sinon, on va se revoir très bientôt pour le flop film des pires films que j'ai vus en 2022. J'espère que je vous aurai fait découvrir des trucs sympas. Allez, à plus!